Nice. Que c'est bon comme ça. Yes, parfait. Bah déjà, C'est droit. merci beaucoup de venir, Christophe. Déjà, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'est déjà rencontrés lors de l'événement à Bruxelles, donc que toi tu as Exact. organisé. Et donc à ce moment-là, on avait discuté justement pour que Christophe vienne en live, pour qu'on discute ensemble et qu'on parle un peu de tout ce qui se passe. Déjà, je pense que ce qui pourrait être bien, c'est que tu te présentes, que les gens qui ne te connaissent pas, potentiellement pas, euh, comprennent ce que tu fais. Et ensuite, on va parler un peu des sujets que nous avons prévus. Bah, très bien. Écoute, tu m'entends bien comme ça ou je dois mettre un micro? Non, non, très bien, très bien. C'est bon? Ok. Moi, je m'appelle Christophe de Beukelaar. Je suis donc un député belge au Parlement à Bruxelles. Et je me suis toujours intéressé, enfin, mes sujets de prédilection, c'est plutôt tout ce qui est climat, énergie, mobilité, budget, gouvernance. Et avec ça, je me suis aussi un peu intéressé à la finance et les questions financières, de plus en plus d'ailleurs. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a aussi amené vers la crypto. On en parlera dans 2 minutes. J'ai une formation d'école de commerce, ingénieur de gestion. Chez vous, on dit, en France, on dit école de commerce. Et voilà, j'ai travaillé un peu dans le privé avant. J'étais entrepreneur aussi pendant pas mal d'années. J'avais une petite entreprise que je viens de revendre là pour me concentrer à fond sur la politique, parce que je pense qu'il y a des gros enjeux et que j'ai envie de, pendant quelques années, faire ça à 100%. Voilà, au sein un parti qui s'appelle Les Engagés. C'est un tout nouveau mouvement qu'on vient de créer il y a quelques mois sur les cendres d'un mouvement qui avait perdu beaucoup de voix ces dernières années. Et donc, en gros, c'est un peu comment on marche en France, on peut dire. Voilà, Modem en marche, c'est un peu ça la dynamique. Très bien. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on aurait aimé faire un live pareil avec un député français, mais malheureusement, aucun député français n'a cette conviction, à part Pierre Persson, aujourd'hui, qui lutte énormément pour les crypto-monnaies, pour leur Exact. adoption et pour une régulation juste. Mais du coup, aujourd'hui, déjà, du coup, pour commencer, avant de parler de tout ce que tu fais actuellement, comment est-ce que tu as découvert les crypto-monnaies et le Bitcoin en particulier? Moi, ça a commencé en 2017, quand j'ai commencé un peu à trader, mais simplement parce que des amis me disaient qu'il y avait moyen de se faire un peu d'argent. Donc au début, c'était ça, comme beaucoup, je pense, de gens qui sont rentrés au début dans la crypto, c'était ça, c'était simplement en se disant, ouais, il y a un marché, il y a quelque chose à faire, quelques potes en parlent, disent qu'ils font des gains incroyables, et tu te dis, je vais tester. Et en fait, c'est pas mal comme point d'entrée, parce que du coup, comme tu commences à investir, ben, quand tu mets ton argent, quand même, tu commences à te poser des questions aussi. Et tu vas regarder un peu ce qu'il y a derrière. Et c'est comme ça que je suis tombé dedans, en me renseignant en fait sur ce que c'est. J'ai eu beaucoup de chance aussi. J'ai été épaulé par une personne qui est vraiment visionnaire sur le sujet, qui m'a beaucoup appris sur la question. Et puis des amis. Et puis de petit à petit, en fait, tu te crées aussi un réseau dans ce monde-là de gens qui sont dans la crypto. Et du coup, tu te tiens au courant, tu t'abonnes sur les réseaux. Et puis après, tu tombes dedans. Une fois qu'en fait, tu as compris la promesse de société qu'il y a derrière. Parce qu'au début, bon, c'est juste des chiffres, voilà, c'est juste un marché. Et après, voilà, il a fallu le temps d'ouvrir les yeux sur en fait ce que c'était vraiment. Voilà, et du coup, ma question qui suivait, c'était qu'est-ce qui t'a plu réellement dans le Bitcoin et les cryptos? Est-ce que c'était le premier intérêt? On va être sincère par rapport à ça. Est-ce que le premier intérêt, c'était vraiment un intérêt financier, c'est-à-dire un intérêt de gain financier? Ou est-ce que c'était la technologie? Ou est-ce que la technologie est arrivée après? Comment est-ce que ça s'est passé? Non, non, moi donc c'était d'abord vraiment le gain, je m'en cache pas, je pense qu'il faut pas s'en cacher, voilà, c'était la vérité au début, mais bon, gentiment, hein, moi j'investissais quelques centaines d'euros, voilà, c'était gentil. Et puis c'est en me renseignant que j'ai compris en fait ce qu'il y avait derrière, que c'était en fait une promesse d'une société vraiment meilleure, et ça correspondait aussi en fait au moment où je commençais à me rendre compte que le système financier dans lequel on vivait est quand même fondamentalement inéquitable. Je m'étais jamais rendu compte de ça parce que je pense que moi, je viens d'une famille, d'un milieu où j'en ai sans doute profité pendant un temps. Mais je me rendais compte qu'en fait, le système financier est fondamentalement inéquitable. Pourquoi? Parce que très difficile d'accès. Hein, 2 millions de personnes dans le monde n'ont pas accès à la bancarisation, ne sont pas bancarisées. Ça, c'est au niveau mondial, mais même au niveau belge, ou au niveau européen, français, si vous regardez un peu le nombre de gens qui investissent leur argent dans le système financier et qui en retirent des bénéfices, en fait, c'est une toute petite partie de la population. Il y a un sondage récent en France qui disait 8% des gens ont des cryptos aujourd'hui en France. C'est autant que les gens qui ont des actions. Donc, évidemment,
tu peux te dire c'est beaucoup pour les cryptos, oui, c'est 8%, c'est autant que les actions, mais par contre, 8% pour les actions, c'est très peu. Et donc, en fait, ça fait qu'il y a peu de gens qui profitent de cette manne financière. Et alors qu'on regarde un peu aussi, et ça, vous avez vu ces dernières années, si vous suivez un peu les marchés financiers qui ont énormément augmenté, donc les gens qui avaient leur argent investi sur les marchés ont gagné beaucoup d'argent pendant que l'économie se cassait la gueule complètement, notamment pendant le Covid. Et donc, il y a petit à petit des signaux qui nous font dire mais en fait, ce système financier, il n'est pas très équitable et il sert surtout à quelques-uns et pas au plus grand nombre. Et moi, c'est à ça que j'ai voulu m'attaquer. Il y a plein de manières de le faire, hein. Alors, la gauche, elle va vraiment critiquer la finance, elle va critiquer ceux qui ont de l'argent en disant que c'est les mauvais, sans voir qu'en fait, ben, c'est quand même la finance qui nous a amené à la prospérité dans laquelle on est. La finance, c'est le sang de notre économie, donc il n'y a rien de mauvais à ça. Et puis la droite qui, elle, ne va rien faire quelque part parce qu'en fait, elle en profite assez bien ou parce qu'elle est en fait inconsciente du problème. Et donc, moi, comme humaniste, là au milieu, ben, je me dis qu'est-ce que je peux apporter et comment est-ce qu'on peut améliorer le système en fait. Et moi, c'est vraiment dans cette démarche-là que je suis, c'est que j'ai vu, j'ai compris maintenant, je ne suis pas un technicien, moi, j'ai compris en suivant des conférences, en me faisant renseigner par des personnes calées sur le sujet, qu'en fait, la crypto pouvait signifier un système monétaire alternatif qui viennent compenser et améliorer notre système financier traditionnel. Pas le remplacer, pas lui faire la guerre. Ça, c'est les maximalistes qui m'énervent autant que ceux qui n'y croient pas. Non, moi je pense qu'on doit arriver à faire l'équilibre entre les deux. Et c'est que comme ça qu'on va pouvoir avancer. Oui, je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, c'est assez drôle de voir que le Bitcoin est né dans un anarchisme total au début parce qu'on essayait de lutter contre les banques, c'était mauvais. On venait de connaître la crise des subprimes. Donc, forcément, Exactement. il nous fallait une alternative qui était indépendante d'une partie tierce. Et donc, pour le coup là, c'était assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, on est plus dans l'inclusion financière plutôt que oui, on va faire la guerre aux banques. Et je trouve aussi que c'est un très bon point, c'est que beaucoup de gens disent ouais, les banques sont tous mauvais, etc. Mais en fait, le but aussi de la crypto-monnaie, c'est de rapprocher les deux mondes, de voir comment est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble et comment est-ce que ça peut être bénéfique pour la population et les gens qui investissent dedans. Donc je trouve que c'est une approche assez Ouais. intéressante. Et, euh, et pour le coup, du coup, parce qu'on parle beaucoup de Bitcoin, qui est l'origine des crypto-monnaies, de l'application de la blockchain, du fait de posséder son argent et d'aller à l'encontre un peu du système actuel. Aujourd'hui, on a quand même un écosystème avec plus de 10 000 crypto-monnaies différentes. On voit aujourd'hui que c'est un peu compliqué avec notamment l'UST, Luna, etc. Aujourd'hui, Ouais. on vit une journée très compliquée par rapport à tout ça. Ma question, c'est aujourd'hui, parce qu'on parle encore de l'aspect un peu macro des crypto-monnaies et un peu de ta découverte par rapport à cet écosystème. Quelle est ta vision de l'écosystème aujourd'hui? Est-ce que tu vois des abus? Est-ce que tu vois que c'est un système qui est en voie de développement, en train de s'améliorer? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu regardes aujourd'hui sur le marché? Ça peut être très intéressant aussi de voir ta vision de la chose parce que moi, forcément, je suis full crypto, mais voir ce que toi, tu vois de ton côté par rapport à Ouais, ton ouais, c'est implication dans intéressant. ce milieu, c'est intéressant. Écoute, d'abord, moi, j'ai donc dit, j'ai donc annoncé que j'allais convertir mon salaire en Bitcoin, tu vois. On pourra en parler peut-être tout à l'heure, mais euh, si j'ai choisi Bitcoin, c'est pas parce que j'étais un Bitcoin maximaliste. Je pense, mais ce que je pense, c'est qu'on est vraiment à un niveau, euh, comment expliquer? On est à un niveau très 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 anticipé par rapport à ce qui va arriver sur le marché, sur le développement de la blockchain, de la technologie. Aujourd'hui, on ne sait encore rien en fait, et on doit avoir cette humilité Mm. de dire qu'on ne sait pas dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Est-ce que ça va être Bitcoin? Est-ce que ça va être Ethereum? Est-ce que ça va être des nouveaux réseaux qu'on ne connaît pas encore qui vont émerger? On ne sait pas encore. Si vous regardiez les champions de l'Internet des fins des années 80, début des années 90, c'est sans doute pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et donc, en fait, bon, si je pense que même, en ayant quand même un peu regardé que je pense que Bitcoin va quand même être quand même une valeur un peu, ça va être la base, je pense, quand même de l'écosystème. Je sais que ça va énerver certains qui me disent ça, mais je pense, mais je ne suis pas sûr. Je dis tout ce que je dis aujourd'hui, c'est avec
50% de certitude. C'est parce qu'il y a certaines choses qui commencent à émerger en moi, mais je ne tiens pas mordicus, je suis prêt à être challengé en permanence là-dessus. Et donc, je pense que déjà, c'est une première chose, c'est quand je vois un peu ces guéguerres entre layers, etc. Je pense que alors, c'est un côté bénéfique parce que la concurrence fait que tout le monde se pousse vers l'avant, donc ça, c'est bien. Mais ça a aussi un côté où on ferait mieux de tirer toute sa couverture un peu dans le même sens. Ça, c'est clair aussi. Donc, je pense que ça va encore fort évoluer. Ça, c'est une première analyse que je ferai. Deuxième analyse, c'est qu'il faut absolument, c'est ce que je viens de dire, ne pas faire la différence en permanence entre le nouveau monde financier et l'ancien, le nouveau monde de l'art, l'ancien. Il faut vraiment créer ces ponts. Parce que c'est qu'avec la force, la puissance des grandes organisations déjà installées, que l'Europe va pouvoir accélérer son monde de la crypto. Ça, c'est vraiment ma vision, c'est que j'aimerais essayer de rassembler les deux mondes pour que nous puissions profiter, nous, le petit écosystème blockchain qu'il y a en Europe, qu'on puisse profiter de la puissance des gros acteurs pour accélérer son développement. Parce que si on veut faire la guerre, on va la perdre. C'est pas nous et c'est pas l'ancien monde qui va gagner non plus, c'est les puissances étrangères qui vont la gagner. Donc on est obligé maintenant de coopérer. C'est une question de survie et c'est ça que j'essaye de pousser moi en permanence, c'est que ces deux mondes apprennent à se connaître. Parce qu'il y a quand même un biais chez les blockchains excités, c'est qu'ils restent beaucoup entre eux. Ils parlent un langage qu'on comprend très difficilement de l'extérieur. Donc moi j'essaye vraiment de jouer mon rôle de conscientisateur, de conscientiser le grand public à ça. Et c'est pas facile parce que c'est un sujet très technique qui mêle souvent technologie, finance. C'est des sujets déjà techniques, tu les mets ensemble, ça devient encore plus compliqué. Et donc, c'est pas facile d'en parler, mais je pense que c'est l'effort que tout le monde doit faire dans l'écosystème, c'est d'essayer d'aller parler à ceux qui n'y connaissent rien pour que la grande masse commence à se dire il se passe quelque chose et on ferait mieux de s'y intéresser vraiment. Oui, je trouve que c'est un point assez intéressant parce qu'aujourd'hui, on parlera de la régulation un tout petit peu plus tard, mais aujourd'hui, les acteurs qui poussent les crypto-monnaies à avoir une régulation juste sont les acteurs crypto uniquement. Parce que ce sont les acteurs qui se sentent tout simplement, on nous tape dessus, qu'on ne nous comprend pas, qu'on n'essaie pas de nous comprendre, qu'on essaie de nous réguler d'une façon tellement dure, de la même façon que les banques, alors que c'est un écosystème naissant. On essaie de limiter les usages, on essaie de limiter les avancées que ces technologies vont faire. Et comme tu as dit justement, ce qui est très intéressant, c'est justement ce point où si on a l'appui des banques, si on a l'appui des gestionnaires de patrimoine, si on a l'appui des grandes institutions et des grandes associations, à ce moment-là, on aura une force de frappe beaucoup plus importante auprès des régulateurs, auprès du gouvernement. Et en fait, l'écosystème s'agrandirait grâce à ça. Et je trouve ça assez intéressant. Ouais, et je pense que eux doivent se rendre compte maintenant quand même petit à petit, et il faut qu'ils prennent leur part et qu'ils se disent en fait, ou bien on intègre le meilleur de ce nouveau monde, hein, ou bien on va le rater. Et donc je pense que voilà, alors il faut aussi, on peut parler un peu de CBDC, etc. Il ne faut pas non plus que de dévoyer l'esprit qu'il y a derrière la crypto, parce qu'il y a un esprit derrière de liberté, de souveraineté surtout, qui doit rester important. Donc il ne faut pas que les grands groupes voilà, étouffent ça. Mais je pense qu'on doit oser essayer de tenter le partenariat avec ça. Mais ce n'est pas facile. Moi, j'organise à Bruxelles, j'ai lancé un cycle de conférences. On va organiser la première Brussels Blockchain Week fin juin à Bruxelles. Et j'essaye d'attirer là-dedans des grands banquiers, des leaders d'institutions publiques, etc. Et je dois dire qu'il y a énormément de méfiance. Hein. Donc je me rends compte aussi, moi j'essaye de faire ce travail chez eux, de les convaincre de s'intéresser à ce nouveau monde, mais c'est pas facile. Justement, et tu viens de répondre à la question qui a été posée, mais puisque l'on ne connaît pas encore bien ce nouvel écosystème, vouloir concilier l'ancien modèle avec le nouveau peut interférer dans les deux mondes. Moi, je pense qu'il y a des solutions à trouver. Je trouve que les solutions à trouver sont assez intéressantes aussi, puisqu'on va avoir l'arrivée des gars qui sont dans la technologie, dans l'investissement, dans l'ancien modèle qui était un peu, qui commence à s'essouffler, entre guillemets, si on peut le dire comme ça. Donc, c'est assez intéressant. C'est intéressant. Et du coup, on va passer au sujet Et principal. en fait, si je peux juste revenir un petit mot là-dessus, Oui, ce que j'essaie toujours d'expliquer aux gens qui ne comprennent pas bien ce que c'est,
la crypto, c'est de faire un petit historique et de regarder dans l'histoire. Et en fait, quand on regarde dans l'histoire, on voit que euh, la, la façon dont on stocke, dont on sauvegarde et dont on transmet l'information a un impact majeur sur le mode de vie. Tout au début, l'information, elle se transmettait simplement par voie orale et elle se stockait dans son cerveau, dans la mémoire, parce qu'on ne savait pas faire autrement. Et donc, c'est très difficile de s'organiser à beaucoup, puisque l'information, il faut qu'elle soit partagée par tout le monde, que tout le monde ait les mêmes informations pour faire société. Et donc, c'est très difficile de faire société. Du coup, on vivait en tribu, en tout petits groupes, 10, 15, 20, 50, enfin, j'en sais rien, mais c'était des tout petits groupes qui vivaient ensemble. Et puis, après la tradition orale, est apparue l'écriture. On a appris à écrire. Et donc, on pouvait stocker et transmettre de l'information de manière beaucoup plus large. Alors, au début, c'était sur de la pierre, et puis ça a évolué. Enfin, c'était même sur des supports qui s'effaçaient, et puis après sur des supports qui restaient, et puis ça a pu vraiment sur du papier, enfin, sur du papier, pas comme on connaît nous, mais je veux dire sur des supports qu'on pouvait plus facilement transmettre. Et là, on a vu l'apparition des villes. On a commencé à habiter dans des villes. Et puis, il y a eu l'apparition de l'imprimerie. L'imprimerie, ça a été énorme. On pouvait, à un moment donné, mettre de l'information sur un papier et le propager partout de la même manière. Il suffisait de tout copier. Et donc là est apparu les États-nations. On a commencé à vivre en États-nations. Et puis il y a eu l'informatique. Là, ça a été encore plus vite. On a commencé à avoir les grands ensembles, les plus grands pays, des grands ensembles continentaux. Hein. Maintenant, on en est là. Et l'étape d'après, c'est la blockchain, puisque là, on peut stocker et transmettre de l'information sans aucun intermédiaire, de manière entièrement sécurisée et instantanée. Et donc, c'est radical comme changement. Et donc, quand on met les gens dans cette perspective-là et on leur dit, en fait, regardez, c'est pas juste le cours du Bitcoin, et bien, on s'en fout du cours du Bitcoin aujourd'hui, complètement, on pourra en parler tout à l'heure, mon contrefiche, on s'en fout d'Elon Musk qui, oui ou non, veut vendre des Tesla en masse. Non, l'important, c'est de voir qu'on est face à une révolution gigantesque de la manière dont on va faire société. Et quand on touche à la racine de comment on fait société, on est devant une révolution voilà, qui va vraiment avoir un impact sur nos vies et on fait mieux de s'y intéresser et qu'on prenne l'angle des cryptos, des DAO, des NFT, tout ce que vous voulez, mais c'est commencer à s'intéresser à ça puisqu'on sait que ça va tout changer. Très bien. Ok. C'est une très bonne parenthèse. Je trouve que c'est un bon storytelling pour engager les gens justement dans le même bon, la communauté ici, elle est déjà convaincue, donc c'est pas eux que je parle. Mais c'est des éléments de langage qui permettent après d'aller accrocher les gens. Quoi. Oui, totalement, totalement. Et du coup, aujourd'hui, on a vu plusieurs interviews où tu as intervenu pour justement parler de ta décision, c'est de prendre ton salaire en Bitcoin. Et donc, du coup, déjà, j'ai vu un commentaire qui passait tout à l'heure, c'est donc, prends ton salaire en Bitcoin. Quelles sont les questions qui t'ont été posées par l'entourage par rapport à cette décision, par les gens qui t'entourent, que ce soit dans ton travail, dans ta famille, dans tes amis? Quelles étaient leurs réactions? Quelles étaient leurs interrogations par rapport à ça? La première chose, c'est que beaucoup ont dit c'est juste un coup de communication, tu veux te mettre en avant, bien joué, ça te permet d'avoir des articles dans la presse, c'était ça. Puisque les gens ne savent pas de quoi on parle. Donc eux, ils voient ça, ils ont l'impression vraiment juste que tu fais le malin, en gros. Et donc déjà, c'est la première des choses. Il y en a aussi, encore récemment, quelqu'un m'a dit ah, Christophe, ouais, j'ai vu ton truc sur Bitcoin, bon, t'as bien vu maintenant, avec la Russie, etc. Il vaut mieux que tu arrêtes d'en parler. Je suppose que tu vas plus en parler, que tu vas étouffer. C'était un bad buzz, c'est terminé. Je lui ai dit non, non, moi ça va être un sujet central dans les années qui viennent et je vais pas arrêter une seconde. Donc, donc non, les gens, c'est ça, c'est qu'ils ont l'impression un peu. Ouais, en fait, comme ils comprennent pas, c'est compliqué. Alors il y en a. Et je dis pas tout le monde, hein, là je dis la majorité. Il y en a évidemment qui viennent vers moi qui disent ah c'est bien, moi je sens aussi qu'il y a un truc là, il faut aller chercher. Ou bien c'est bien que tu regardes vers l'avenir, que tu viennes avec des sujets dont personne ne parle. Donc ouais, il y a aussi des réactions positives, mais plutôt négatives, beaucoup sur la question du climat, de l'impact environnemental, le blanchissement d'argent, terrorisme, tous ces sujets-là. C'est ça les principales critiques que tu lis d'ailleurs partout dans la presse, c'est principalement ce qui vient. Beaucoup de gens aussi qui ne comprennent pas l'utilité et qui donc, il y a encore un message juste avant, justement sur l'annonce qu'on allait faire le live ici. Quelqu'un m'a écrit, je ne sais pas s'il nous suit, s'il reconnaît, parce que je voulais lui dire, viens enfin, je pense que je lui ai écrit, viens voir le live.
Mais il disait, Christophe, je ne connais pas tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas plus important pour notre pays aujourd'hui, vu toutes les crises qu'on traverse? Et donc, bon, voilà, il faut conscientiser. Donc, les réactions principales sont négatives, voilà, ça c'est clair. Mais Mm. voilà, on va essayer de. C'est pour ça que je l'ai fait. Hein. Si les réactions étaient positives, ben, ça n'aurait servi à rien que je fasse, que je fasse ça. C'est parce qu'il y a beaucoup de négatifs que j'ai dû le faire. D'accord, d'accord. Et du coup, euh, comment est-ce que ça t'est venu à l'idée de faire cette annonce? Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ça? Est-ce que c'était pour l'adoption? Est-ce que c'était pour toi? Parce que tu y crois? Qu'est-ce qui a dirigé tout ça? Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans un. En fait, j'ai commencé à me dire. Déjà en 2018, j'avais mis dans un tract électoral, hein, donc dans un petit pamphlet électoral, j'avais mis attention, blockchain. Bon, je ne m'y connaissais pas encore tellement, mais j'avais quand même déjà lu et été convaincu de certains éléments et je m'étais dit, il faut s'y intéresser. J'avais déjà mis blockchain, il faut créer des projets pilotes en Belgique sur la question, etc. Et tout le monde s'était un peu foutu de moi, les gens ne comprenaient pas ce que c'était. Et puis, quand j'ai été élu député, j'ai voulu en faire un sujet de plus en plus et je me suis dit, j'ai posé quelques questions au Parlement sans beaucoup de retours. Voilà, on me disait oui, oui, on va s'en occuper, il y a des organismes qui vont l'analyser, etc., mais sans concret. Et alors, ce qui m'a frappé, alors j'ai commencé à organiser une série de conférences. Donc, depuis un an, on organise des conférences à Bruxelles sur la crypto, où j'invite des économistes. Pierre est venu d'ailleurs, Persson, Yorick de Montbine, ils sont venus pour essayer, voilà. Et je voyais que ça marchait dans mon entourage, mais j'arrivais pas encore à réveiller le politique. Et puis j'ai vu qu'au Parlement, en Belgique, un autre Parlement, parce qu'on a plusieurs parlements, je vous passe les détails, ils organisaient des auditions pour essayer de comprendre c'est quoi la crypto, c'est quoi la blockchain. Et donc, ils organisaient des auditions au Parlement. Mais au même moment, je voyais qu'aux États-Unis et dans d'autres pays, je voyais que ça avançait avec du concret, avec de la réglementation qui commençait à organiser le secteur. Et donc, je me suis dit, en fait, on est complètement largué en Belgique. Puis il y a eu tout, enfin, puis je voyais Mika approcher, etc. Alors je me suis dit, il faut frapper un coup, là, ça va pas, il faut gueuler plus fort pour réveiller le monde. Et donc, ça a été ça mon idée, de dire, ben, on va transférer ce salaire. Et en fait, c'est en lisant ce qu'avait fait le maire de New York. Le maire de New York a fait ça, hein, pendant 3 mois, il a été payé en Bitcoin. Et donc, je me suis dit, ça va permettre de réveiller un peu l'écosystème, enfin l'écosystème, ça va permettre de réveiller l'establishment en Europe. C'est d'avoir un premier député européen qui mouille sa chemise, qui n'est pas extrémiste. Moi, je suis quelqu'un de très raisonnable. Je suis vu aussi dans le public comme quelqu'un de très raisonnable et je pense l'être vraiment. Simplement, j'ai compris ce qui allait arriver. Et donc, du coup, j'ai fait cette annonce et je dois dire que ça a marché. C'est-à-dire que, bon, ça a fait un buzz médiatique, c'était pas ça le plus important, mais j'ai vu aussi dans le concret que des gens s'adressaient à moi en disant, bon, en fait, Christophe, si tu t'y intéresses, si tu fais ça, si tu prends ce risque-là, c'est qu'il y a quand même quelque chose derrière. Et voilà, donc j'ai pu vraiment expliquer. Et maintenant, j'ai le temps d'expliquer les choses plus calmement, plus clairement, parce que du coup, les gens voilà, s'intéressent au sujet. Et pour l'anecdote, on m'a dit qu'il y avait deux grands partis belges. Un journaliste m'a dit que les deux grands partis belges avaient contacté en disant bon, de Beukelard a fait ça, nous maintenant on a engagé quelqu'un pour s'occuper de la crypto, de comprendre ce qu'il y a derrière, de nous informer, parce qu'on sent bien quelque chose qui est en train d'arriver. Donc je pense modestement avoir fait un peu bouger les lignes quand même sur cette question chez une série de gens grâce à un peu ce coup politique. Très bien. Et du coup, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le fonctionnement derrière tout ça. La question déjà, est-ce que c'est déjà en place actuellement? C'est-à-dire, est-ce que tu perçois déjà ton salaire en Bitcoin actuellement? Bon, mais donc, par contre, là, je vais décevoir tout le monde. J'ai dit, enfin, percevoir mon salaire en Bitcoin, je convertis. Donc, tous les mois, je reçois mon salaire depuis le 1er janvier, je le convertis. Dès que je le reçois, je le transfère sur un exchange et je le convertis en Bitcoin. Et j'ai dit au journaliste qui m'avait interrogé, il n'y a pas de souci, dès que vous voulez, vous le dites, on va derrière mon PC, je vous montre les transactions et je vous prouve que le Bitcoin est bien là et qui restera jusqu'au 31 décembre. Donc moi, je le verse, je le convertis et j'y touche pas jusqu'au 31 décembre. Ça, c'est ce que je me suis engagé à faire et c'est ça que je vais faire. Que le cours monte, descende ou pas, ça m'est égal. J'ai un peu de chance pour le moment parce que ça descend. Bon, alors, bon, mes salaires du début d'année ont un peu perdu, mais comme j'achète bas, ça va se remonter. Donc, c'est déjà aussi une première leçon. Quand tu achètes tous les mois
à intervalles réguliers, eh bien, tu lisses ton risque évidemment, puisque voilà, donc il ne faut pas tout mettre d'un coup, il faut toujours acheter petit à petit. À la fin de l'année, je vais voir est-ce que je le laisse encore un peu sur les marchés parce qu'on est à un très mauvais moment, ou est-ce que c'est un bon moment pour sortir, ou est-ce que je le garde à vie parce qu'entre-temps, tout ça s'est développé et qu'en fait, finalement, on va peut-être pouvoir commencer à payer de plus en plus en Bitcoin et voilà, donc il n'y a pas de raison de. Ou est-ce que je transfère sur une autre crypto parce que voilà, donc tout ça, on va voir. Comme j'ai déjà dit, je ne suis pas du tout un Bitcoin maximaliste spécialement. Moi, je suis ouvert un peu à tout sur la question. Donc voilà, pour répondre à tes questions, concrètement, c'est comme ça que ça se passe. Et alors, on va voir, je me dis aussi que si je fais des gros gains, j'ai envie aussi de rendre un peu à la société et éventuellement investir justement dans des conférences, dans une conscientisation, dans des associations qui font de l'éducation financière, par exemple. Moi, j'aimerais bien, je pense qu'un des grands problèmes aussi par rapport à la vie financière, c'est que les gens sont mal éduqués financièrement. Moi, je viens d'un milieu où j'ai eu la chance d'apprendre ce que c'est l'inflation, comment on gère un budget, voilà, et donc c'est facile, mais il y a plein de gens qui n'ont pas ces notions. Et donc, on doit éduquer financièrement les gens pour qu'ils aient tous le même accès à ce monde financier, les mêmes chances de pouvoir faire fructifier leur capital, ou en tout cas, oui, parce que même avec la crypto, même avec quelques dizaines d'euros, on peut commencer à investir et faire fructifier son capital. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. D'accord. Et tu penses que ce serait intéressant, parce que je sais que par exemple, il y a une... alors, c'est une solution pour justement payer les employés en crypto-monnaie uniquement. Ça s'appelle Superfluid. Mais en fait, c'est un wallet. En gros, c'est une plateforme où tu te connectes avec ton portefeuille MetaMask. Et en gros, la société qui te paye fait une sorte de cagnotte. Par exemple, imaginons que tu gagnes 10 000 € par mois. Et en fait, donc, tu te connectes avec ton portefeuille et tu vois à la seconde, ça s'actualise. Donc en gros, ça tourne toutes les secondes. Tu as des petites particules de crypto-monnaie qui tombent sur ton portefeuille de cette cagnotte. Ça veut dire que tu peux retirer à tout moment ton salaire. Si par exemple au milieu du mois, tu as besoin d'avoir une extra dépense, tu n'as pas besoin d'attendre la fin du mois, tu n'as pas besoin de faire un préconso, tu n'as pas besoin d'emprunter de l'argent. Donc c'est super intéressant. À côté de ça, du coup, c'est payé uniquement en crypto-monnaie. Mais le souci, c'est qu'il faut que ton employeur, donc la personne qui te paye, c'est elle qui met en place la cagnotte, qui sécurise tout ça, etc. Donc ça, je trouve que c'est une grosse barrière aujourd'hui pour les personnes qui souhaitent être payées en crypto-monnaie. Quand par exemple c'est ton cas, aujourd'hui, tu ne peux pas aller au Parlement et dire, écoutez, payez-moi en crypto à partir de maintenant. Euh, donc je pense qu'il y a encore, en fait, c'est justement, c'est quelque chose que je lisais hier, c'est que en fait, on parle de la décentralisation de la blockchain, mais en fait, pour l'acceptation par le monde et par les particuliers, par monsieur tout le monde, en fait, on sera obligé de passer par une centralisation des services. Ça veut dire qu'on va devoir avoir des entités qui sont derrière tout ça, qui en fait facilitent la mise en place de tout ça. Comme par exemple aujourd'hui on a les banques pour les actions, comme on a les prestataires pour d'investissement comme les actions, que ce soit Robinhood, Trade Republic, Boursorama, DEGIRO, etc. En fait, ça reste de la centralisation donc d'investissement, mais c'est quelque chose dont on a besoin pour l'adoption de masse. Et donc aujourd'hui, pour permettre cette adoption de masse, on sera obligé de passer par une certaine décentralisation. Et en fait, tout simplement, on évitera les personnes qui ne veulent pas comprendre la crypto, on leur évitera toute cette technicité de la mise en place. J'ai eu la chance de pouvoir passer une soirée avec Yorick de Montbine récemment. Vous voyez qui c'est, Yorick de Montbine, qui est Oui, 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 il était là à la conférence. Exact, il est magistrat, il travaille à la Cour des comptes et c'est une sommité hein, sur la compréhension de l'écosystème et de ce que c'est la crypto, de ce que ça peut apporter. Il me disait deux choses qui rebondissent sur ce que tu m'as dit. Une chose, il comparait en fait ce que Internet a fait avec l'information, c'est-à-dire que ça te permet en effet de transmettre de l'information par email, mais aussi de programmer l'information. Hein, et ça, c'est tout le web qu'on connaît, les sites web où on peut faire un tas de choses, enregistrer, créer des profils, etc., etc. Et donc ça, il dit, voilà, en fait, on peut transmettre de l'information et programmer l'information. Et la blockchain fait pareil avec la valeur. La blockchain va permettre de transmettre de la valeur, et ça c'est via les cryptos, les exchanges, etc., mais va aussi permettre de programmer la valeur.
Et il dit, cette programmation de la valeur, on est encore difficile à pouvoir conceptualiser, concevoir ce que ça veut dire. Une première application de cette programmation de la valeur, c'est, et alors il le disait, moi je ne connaissais pas Superfluid, mais il disait, c'est qu'on va pouvoir en effet transmettre de la valeur en continu sans s'arrêter. Et donc c'est un peu ce que tu expliquais avec Superfluid. Moi j'irai voir un peu comment ça fonctionne et les applications qu'on pourrait y donner chez moi, éventuellement dans mon équipe ou quoi. Mais donc, ça rejoint ce que tu disais. Et alors, le deuxième point, et j'ai oublié ce que c'était. C'était quoi le deuxième point dont tu parlais? C'était avec alors la centralisation de l'information. Ouais, exact, exact. C'est que je lui disais, ok, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas un risque de recentraliser les choses? Puisque finalement, tu vas avoir des Binance, des gros acteurs qui vont centraliser complètement le marché. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là? Et en fait, quand on dit tout le temps c'est décentralisé, oui, c'est décentralisé, mais il y a des nouveaux acteurs qui arrivent et qui centralisent tout. Et là, en discutant, on arrivait à la conclusion qu'en fait, d'avoir des intermédiaires, c'est pas grave. Simplement que les intermédiaires doivent apporter une valeur ajoutée. Aujourd'hui, la banque qui joue l'intermédiaire de sécurisation de tes transferts de fonds, eh bien, ça ne sert plus à rien aujourd'hui, puisque la blockchain nous permet de le faire sans. Par contre, si en effet ton intermédiaire te facilite la vie, te simplifie certaines choses, etc., mais alors tu peux aller chez lui et tu es content d'avoir un intermédiaire. Donc l'intermédiaire n'est pas d'office négatif. L'intermédiaire est négatif s'il t'apporte aucune valeur ajoutée, mais que tu es forcé par le système à passer par lui. Ouais, en fait, et alors, deuxième. Vas-y. Et le deuxième point sur les intermédiaires, c'est que avec la blockchain, tu peux t'en passer. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On a le choix. Voilà. On a le choix. C'est un choix, c'est une optionnalité. Et donc, si à un moment donné, tu as l'impression qu'on te sucre trop, pour utiliser un mot sympa, eh bien, tu peux stocker et transmettre ta valeur tout seul, sans l'intermédiaire de quelqu'un. Et donc, je pense que cette nuance-là, elle est importante. Oui, il va falloir des grands acteurs qui propagent, etc. Mais pouvoir, grâce à la blockchain, toujours être souverain sur tes données, sur ta valeur, sur tout ça, ça te permet de garder du recul par rapport à ces intermédiaires et de ne pas y être soumis. En fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une question du choix et je trouve que justement, c'est un bon argument à apporter parce qu'on parle de cette centralisation, mais en fait, on a le choix de garder le côté décentralisé au final. Et donc, c'est à nous de voir ce qu'on préfère. Il y a des gens qui vont préférer la centralisation, d'autres qui vont préférer garder leur propre argent. Comme par exemple, c'est une solution de garder ses sous sur Binance ou alors les transférer sur son MetaMask, sur sa Ledger ou ailleurs. Donc oui, non, d'accord, je vois le point. Et du coup, pour finir un peu sur la partie par rapport à ton salaire en Bitcoin, du coup, tu as dit que tu transformais l'entièreté de ton salaire en Bitcoin, mais du coup, est-ce que tu gardes les fonds de côté pour payer ton loyer ou comment est-ce que tu t'arranges, par exemple, pour payer tes courses, pour vivre en fait en général? Ben oui, donc c'est le coup politique que j'ai fait, c'était je savais ce que je faisais et donc j'avais prévu ça, j'avais préparé ça et donc moi je le fais de manière très simple parce que je voulais aussi que les choses soient simples pour le grand public et qu'ils comprennent ce que je fais et donc moi je mets mon salaire sur un exchange et j'y touche plus. Donc je n'utilise pas ces bitcoins pour vivre, pour payer mon loyer ou pour manger ou quoi. Non, je les laisse là-dessus. Et donc j'ai la chance de pouvoir faire ça, de pouvoir vivre de mes économies, puisque ça fait 2 ans que je suis député et que le salaire de député en Belgique, moi je vis en colocation, je n'ai pas des grands frais dans ma vie. Eh bien, le salaire de député permet si vous économisez bien pendant 2 ans, eh bien, de vivre voilà, simplement, mais pendant un an. Alors, j'ai eu des critiques là-dessus. Certains m'ont dit, mais voilà, c'est déconnecté de la réalité. Je gagne le même salaire que tous les autres députés en Belgique. Il y en a même qui gagnent plus parce qu'ils cumulent plusieurs mandats. Moi, pas du tout. J'ai qu'un seul mandat. Chacun fait encore avec son argent ce qu'il veut. Alors, est-ce que les députés sont trop payés en Belgique? C'est un grand sujet. On peut en parler. Moi, j'ai pas de souci à en parler. Entre-temps, moi, j'ai utilisé les économies que j'ai pu faire grâce à ce salaire pour faire ce coup politique qui me paraissait vraiment important. Voilà. Et donc voilà. Donc voilà, alors j'aurais pu. Il y a aussi une réponse à ça, c'est que je suis sur une plateforme belge qui s'appelle Bit4You et qui est une plateforme que j'ai choisie parce que je voulais soutenir l'écosystème belge. Hein. Je voulais quand même aussi, je suis belge, j'avais envie de soutenir l'écosystème, mais qui n'est pas une plateforme qui permet de faire. Elle est bien, mais elle ne permet pas de faire énormément de choses en termes de. Elle permet de faire un peu de stacking, mais pas énormément. Il n'y a pas énormément
de coins qui sont listés, etc. Du coup, voilà, j'ai décidé de ne pas commencer à jouer et à transférer, convertir, etc. Voilà, c'est aussi un peu le choix de la plateforme pas qui me limite, mais qui m'invite à pas trop jouer, quoi. D'accord, ok. Il n'y a Mais pas de c'est carte très de bien banque, parce par que tu as exemple, le il n'y choix a pas de belge, carte de t'as le choix banque, belge, c'est bien, hein. il n'y a pas de carte de banque comme crypto.com et tout, tu vois. Donc, voilà, je peux moins. Après, très peu de plateformes européennes aujourd'hui proposent des cartes de paiement, hein. Ouais, C'est c'est ça. très américain, c'est très à l'étranger, on va dire. Aujourd'hui, en Europe, Ouais, on peut pas faire ça. et souvent les cartes de paiement, moi j'ai par exemple une carte crypto, en fait c'est pas des bitcoins c'est pas des cryptos, c'est pas avec des cryptos, en fait, c'est simplement je Pardon. reste, tu, tu payes avec des euros en fait, hein. Tu dois d'abord vendre tes cryptos qui sont là-bas sur un compte en banque à l'étranger et après tu payes. Donc, ça aurait été aussi un peu triché par rapport à ce que j'avais annoncé, tu vois. Donc voilà. Hmm, d'accord. Et du coup, puisque on va en finir avec cette partie-là pour passer ensuite à la partie un peu plus marché, volatilité crypto, etc. Mais justement, voilà. Oh, je suis désolé, c'est terrible parce que mon téléphone est en train de charger en même temps. Donc, du T'inquiète. coup, alors, du coup, parce que au début, tu as parlé que tu es venu du secteur de l'énergie, donc tout ce Ouais. qui est vert, etc., donc l'énergie renouvelable. Et aujourd'hui, le Bitcoin il subit énormément de critiques par rapport à ça, par rapport à l'énergie. Apparemment, le Bitcoin consomme autant que la planète entière et que le Bitcoin lui seul serait responsable du réchauffement climatique. Qu'est-ce que tu en penses? Quels sont tes arguments quand on peut te reprocher ça? Comment est-ce que tu Donc, contres ça? bon, premièrement, quand je dis je viens du secteur de l'énergie, j'ai travaillé au tout début, hein, avant de faire de la politique, j'ai travaillé pendant un an je suis un gestionnaire du réseau électrique à haute tension en Belgique, donc je ne m'estime pas du tout expert en énergie. Par contre, je travaille politiquement sur les sujets d'énergie en Belgique. Mais donc par rapport à mais le climat, c'est une de mes voilà, moi je le dis à chaque allocution politique que je fais, c'est le défi principal de notre génération. Tout doit être tourné vers là, donc je pense que c'est très important. Et donc je pense pas du tout que c'est en contradiction. Je pense que cette technologie fait peur. Je pense que beaucoup d'articles que je lis sur la question, style le Bitcoin consomme autant que la Pologne, des trucs comme ça n'a aucun sens. Déjà, c'est impossible à calculer. On n'a aucune idée. On sait pas. Enfin, on pourrait, mais le travail est gigantesque. Aucun des auteurs de ces articles ne l'a fait d'aller voir quelle machine produit fait le minage. Donc, c'est impossible à aller vérifier puisque tout est connecté au réseau électrique simplement. Donc, on ne sait pas aller voir qu'est-ce qui consomme quoi. C'est impossible. Donc, c'est basé sur des hypothèses complètement approximatives, de un. De deux, on ne sait pas si tu veux dire est-ce que c'est beaucoup d'énergie ou pas beaucoup d'énergie que consomme Bitcoin ou les cryptos en général, hein, on va globaliser, il faut voir qu'est-ce que c'est appelé à remplacer. Parce qu'évidemment, si ça consomme de l'énergie pour ne rien faire, pour ne servir à rien, ben évidemment, ce sera toujours trop. Alors, chaque kilowattheure, ce sera trop. Mais ici, c'est pour remplacer, enfin, c'est pas pour remplacer, c'est pour venir compléter, mais remplacer des pans entiers du système financier traditionnel. Et donc, moi, je vous invite à aller voir le système financier traditionnel, ce qui consomme comme énergie. Les bureaux, les serveurs, l'informatique, tout ça. Et donc, si vous faites déjà cette comparaison-là, ben, vous vous rendez compte qu'en fait, Bitcoin pourrait remplacer le système financier traditionnel avec beaucoup moins d'énergie si on voulait vraiment se focaliser uniquement là-dessus. Et puis, la troisième chose, c'est que la technologie évolue. C'est comme si tu es dans une classe avec des petits-enfants qui apprennent à lire et à écrire et tu les engueules parce qu'ils ne savent pas lire ni écrire. Mais c'est des petits-enfants qui sont à l'école pour apprendre à lire et écrire. Donc, un peu de patience, tout ça va rentrer dans l'ordre. Et c'est pareil pour l'écosystème crypto. Moi, maintenant, je les vois beaucoup, je suis beaucoup en contact avec ces entreprises, toutes les semaines, je rencontre des nouvelles. Ils sont tous préoccupés par cette question. Ils sont tous en train de travailler sur des solutions pour diminuer l'impact climatique de leur technologie. Et aujourd'hui, il y a des solutions très concrètes. Pour Bitcoin, c'est le Lightning Network. Pour Ethereum, c'est le passage à la Proof of Stake. Donc, il y a des vraies solutions qui sont en train d'être mises en place par l'écosystème. Ça vient, c'est un écosystème qui a extrêmement peu d'années, hein, qui est très très jeune. Et si vous comparez ça
à la consommation énergétique de l'euro, du dollar, ben on se rend compte que c'est sans commune mesure pour ces monnaies-là fiat. Donc, on ne peut pas comparer l'incomparable. Et puis, dernière chose, moi, je suis, en tout cas pour le proof of work, je pense que, alors, voilà, je ne sais pas, hein, je vous dis, toujours tout ce que je dis ici, c'est avec un haut pourcentage d'incertitude parce qu'on en a encore en tout début d'une technologie très compliquée, mais je pense que le proof of work va rester quand même une base de l'écosystème, que plein de choses vont se passer sur le proof of stake, mais qu'ensuite, la proof of work comme base va rester et que Bitcoin va jouer un grand rôle là-dedans. Et là, je pense que je suis un grand adepte j'ai été convaincu par les arguments de Sébastien Gouspillou qui démontre par A plus B qu'en fait, le minage crée une concurrence entre les mineurs qui ne peuvent survivre que s'ils ont les prix d'énergie les plus bas, que les prix des énergies les plus bas, elles se trouvent où? C'est là où il y a des surplus d'énergie renouvelable, que les surplus d'énergie renouvelable dans le monde sont gigantesques, on ne s'en rend pas compte. Le problème, ce n'est pas l'énergie, le problème, c'est qu'on n'est pas proche de ces sources d'énergie renouvelable, qu'on vit loin de ces sources d'énergie renouvelable, mais que là où il y a de l'énergie renouvelable, si on arrive à les plugger, eh bien, on peut avoir de l'énergie verte, pas chère. Et en fait, les seuls qui peuvent aller faire ça, c'est les mineurs, parce qu'ils prennent leurs conteneurs, ils les amènent sur place, c'est très facile à transporter, très facile à déplacer, et grâce au fait qu'eux aillent se mettre tout près de ces lieux où il y a du surplus d'énergie renouvelable, ça permet des revenus pour ces pays-là qui développent leur réseau électrique, et petit à petit, on est dans une vraie spirale de la transition énergétique, puisque en général, les gens qui vivent près de ces sources d'énergie renouvelable, le réseau électrique n'étant pas développé, c'est fou, mais eux, en fait, se chauffent encore au charbon alors qu'il y a des énormes sources d'énergie renouvelable à côté. Et donc, arriver à électrifier tous ces villes et ces villages de ces pays en voie de développement, c'est un énorme sujet de la transition et le minage est en train d'y aider. Donc, je pense qu'on se trompe complètement de sujet. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas une préoccupation, on doit regarder ça avec attention, nous comme politiques surtout, mais au lieu, par exemple, au niveau européen, d'interdire le proof of work, comme certains députés européens voulaient le faire, eh bien, qu'ils disent uniquement le proof of work si c'est sur des sources d'énergie renouvelable, par exemple. Et je vous assure que le mining, quand un humain veut consommer de l'énergie, il la payera toujours plus cher que le mining. Et donc, s'il y a concurrence entre électrifier des familles ou électrifier le mining, c'est toujours les familles qui gagneront. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, on peut y aller et on peut, je pense, plutôt réglementer dans ce sens-là que de réglementer bêtement l'interdiction. Il y a une étude d'ailleurs que j'ai trouvée super intéressante, c'est que ça concerne le gaz, l'extraction de gaz aux États-Unis. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à peu près 40% du gaz qui est extrait est brûlé. Donc, ça s'appelle le flaring. C'est justement le fait de brûler du gaz pour pas qu'il aille dans l'atmosphère, etc. Sachant qu'il y a quand même des leaks et ça va quand même dans l'atmosphère. L'idée, ce serait d'installer des mineurs sur ces puits à gaz et donc réutiliser, au lieu de brûler cette énergie-là, en fait, l'utiliser pour déjà rentabiliser le coût de construction. En plus de ça, utiliser cette énergie à bon escient. Mais derrière, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, c'est à double tranchant, à mon avis. Encore une fois, c'est un avis personnel. Parce qu'en fait, on donne une excuse pour les personnes qui sont contre le Bitcoin et contre le Proof of Work en disant « Ah, mais regardez, ils utilisent le gaz pour les mineurs. » Sauf qu'on utilise le gaz qui est gaspillé. Donc, je trouve que c'est un parallèle assez intéressant à faire. Je trouve que ce sera un grand challenge pour les mineurs d'arriver à utiliser cette énergie-là qui est gaspillée sans pour autant qu'on nous tombe dessus en disant « Ah, mais vous utilisez du gaz pour les mineurs. » Ouais, tu as raison. Tu as raison, il faut faire très attention. Mais en même temps, on ne peut pas non plus être bloqué par simplement les gens qui n'y connaissent rien et qui critiquent de l'extérieur. Bien sûr. Mais je suis d'accord avec toi, il faut en tout cas bien expliquer les choses. C'est ça qui est important. Mais donc, toute cette question sur le flaring gas, oui, j'avais bien suivi, c'est super important. Et il y a aussi un autre point qui est super intéressant sur le proof of work. Il y a très peu de gens qui connaissent ça. C'est le proof of work de base, il était utilisé pour les mails. Ça veut dire qu'à de base, quand les mails ont été créés, il y avait énormément de spam. Il y avait plusieurs milliards de mails qui étaient envoyés tous les jours. Et donc les gens se sont posés, ils se sont dit, bon, comment est-ce qu'on peut contrer tous ces mails spam qui arrivent dans tous les cas dans nos boîtes mail et qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça? Et en fait, là où ils sont arrivés, ils se sont dit, mais imaginons que le coût d'envoyer un mail, c'était 1 centime de dollar. Mais puisque le mail, c'était gratuit pour tout le monde, on devait trouver une alternative qui ne nécessitait pas de rentrer notre carte bancaire dans le système des mails. Parce que ce serait revenir en arrière, en fait, et revenir, autant envoyer une lettre, au final.
Et donc, en fait, ce qu'ils se sont dit, c'est que si un ordinateur devait consommer 1 centime d'énergie pour envoyer un mail, à ce moment-là, ce serait pas rentable d'envoyer des mails spam, puisque c'est une industrie qui coûterait des milliards de dollars à l'année, qui n'apporterait rien au final. Et donc, la base des mails, c'était, OK, on va faire en sorte que les ordinateurs qui envoient des mails, ils vont consommer de l'énergie. Et donc, les mails spam vont être limités. Et donc, ça, c'était la première utilisation du proof of work qui est assez intéressante. Et donc, ce n'est pas le Bitcoin qui a inventé le proof of work, c'était là déjà bien avant. Et justement, l'exemple des mails, je trouve ça assez intéressant parce que ça montre l'utilité en fait, du proof of work dans notre système actuel. Et c'est assez intéressant à voir. C'est pas mal. Et donc voilà, donc ça c'était pour finir justement sur tout ce qui est salaire en Bitcoin, la liaison par rapport à la politique à ça. On va passer à la troisième partie du coup, c'est bâtir un engouement. Et justement, tu en as parlé plusieurs fois, parce qu'aujourd'hui, il y a eu cette action politique de prendre ton salaire en Bitcoin, mais tu es en train de construire beaucoup plus que juste, oui, je prends mon salaire en Bitcoin. L'idée, c'est d'éduquer les personnes, de onboard tout simplement d'autres personnes dans ce milieu, leur expliquer les intérêts de cet écosystème naissant, leur expliquer les intérêts des crypto-monnaies, du Bitcoin, etc. Et donc, notamment, à travers la conférence à laquelle nous, on avait assisté, on l'avait couverte justement avec Hawk, la première que tu avais faite à Bruxelles. Et est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ce que tu essaies de construire, sur les événements qui sont prévus? Parce qu'on sait qu'il y en a un qui arrive au mois de juin également, qui risque d'être assez intéressant. D'ailleurs, du coup, on participera à celui-là également. Mais est-ce que tu peux expliquer juste ce que tu essaies de construire, parce que ça va bien au-delà de juste prendre son salaire en Bitcoin? Ouais. Bon, moi j'essaye de mettre le sujet financier, le sujet monétaire à l'agenda politique. Je pense que ça ne va pas qu'on imprime des milliards de dollars sans qu'on consulte la population, sans que la population en soit consciente. Alors, je sais bien, on me dira que tout ça a été validé, on m'expliquera les systèmes de nomination qu'il y a à la Banque centrale et comment tout ça fonctionne et pour que quand même il y ait un contrôle. Mais concrètement, il n'y a plus aujourd'hui de suivi démocratique, de contrôle démocratique sur ce qui se passe. Mais ce n'est pas la faute des financiers, ce n'est pas la faute des banques, c'est la faute des citoyens, de nous, qui ne nous mobilisons pas pour savoir ce qui se passe, pour comprendre les enjeux et pour intervenir et essayer d'influencer les choses. Et donc, je pense que, voilà, donc moi, si je fais tout ça, c'est parce que je crois évidemment à la blockchain, à la crypto et à ce que ça va apporter. Mais c'est aussi une manière d'aller parler aux gens de la finance, de leur ouvrir les yeux sur certaines choses. Qui sait que quand tu as ton argent à la banque, en fait, c'est plus ton argent, c'est l'argent de la banque et qu'elle te doit l'argent, mais que le jour où elle fait faillite, elle n'est pas obligée de te le rembourser. Enfin, elle n'est pas obligée de te le rembourser, évidemment, mais si elle a peu d'argent, elle va pas te le rembourser. Qu'il y a des fonds de garantie qui existent, financés par l'État, mais qui sont absolument pas suffisamment financés que pour pouvoir rembourser tout le monde si tout le monde a envie de son argent de retour. Donc, les gens ne savent pas ça. Et donc, du coup, on laisse notre souveraineté financière, c'est quelque chose qui est quand même très important, voilà, à l'État. Et ça va pas. Donc, je pense que donc le but avec tout ce que je fais ici, c'est éduquer, en effet, les gens, mais pas uniquement à la question de la blockchain, du bitcoin et de la crypto. C'est au-delà de ça. Eh bien, voilà, participer à l'éducation financière. Donc, on a organisé une série de conférences, tu l'as dit. Et là, ce qu'on fait avec toute une équipe, hein, je ne suis pas du tout seul, c'est plein de bénévoles, plein de chouettes gens qui ont envie de faire bouger les lignes. On organise cette Brussels Blockchain Week du 20 au 25 juin à Bruxelles. Pendant 2 jours, il va y avoir des conférences en permanence, un peu comme le Paris Blockchain Week Summit ou un truc comme ça. C'est ça, oui, Euh, c'est ça exactement. donc pendant 2 jours, il y aura 2 scènes où en permanence, le 20 et le 21 juin, il va y avoir des speakers qui vont tourner et des panels en permanence. Et puis tout le reste de la semaine, du mercredi au samedi, on mobilise tout l'écosystème belge et européen, hein, parce qu'il y a même des Allemands qui viennent, il y a des Français qui vont venir organiser des événements à Bruxelles. Partout dans Bruxelles, on a des accords avec plusieurs salles. Et il y aura des workshops, des ateliers. Il y a un gros hackathon qui va être organisé avec Encode qui organise un hackathon ici à Bruxelles dans le cadre de la week, des stand-up, des after-work, etc. Pour vraiment essayer de. Donc, allez, c'est quoi l'objectif? Rassembler l'écosystème belge et européen, mais surtout belge quand même, pour qu'on ait aussi notre mot à dire ici à Bruxelles, conscientiser le grand public. Donc, ça ne va pas être des prix comme justement à Paris où c'était 1000 € la journée, etc. Non, les gens,
voilà, c'est pas comme ça qu'on va attirer les néophytes. Nous, on veut vraiment toucher le grand public, les cadres d'entreprise, mais enfin, tout le monde en fait, mais des gens qui vont pouvoir après parler autour d'eux et convaincre autour d'eux. Et donc l'idée, c'est que le ticket, il va être, je pense, à 50 euros la journée, quelque chose comme ça, maximum. Donc c'est vraiment des prix abordables pour pouvoir attirer du monde. Et troisième chose, euh, profiter de Bruxelles comme capitale européenne pour évidemment faire le lien avec la régulation. Et donc, il va y avoir des panels avec des députés européens, des représentants de la Commission, de la Banque centrale, etc., pour essayer vraiment de rentrer jusqu'au cœur du système de décisionnel européen et pouvoir influencer les choses par là, quoi. Et du coup, aujourd'hui, si tu devais citer les valeurs pour lesquelles tu milites en faisant tout ça justement dans les crypto-monnaies, donc les valeurs que tu souhaiterais expliquer aux gens, transmettre aux personnes, ce seraient lesquelles? Euh, Mais je pense que c'est, j'ai envie de dire, la justesse. C'est, on doit arriver à un système financier qui soit juste pour tout le monde. Et aujourd'hui, il ne l'est pas. Alors, on peut me raconter plein de choses, mais sur le concret, j'ai donné des chiffres en début de cette interview sur le manque d'accessibilité du système financier, sur des mécanismes qui font en sorte que ceux qui n'ont pas accès à ce système gagnent moins que les autres. Et donc, moi, je dirais vraiment, c'est la justesse. Je pense qu'on doit militer pour un monde financier plus juste. Et c'est ça mon combat avec la blockchain, avec Bitcoin, avec la crypto. Euh, donc c'est ça, c'est la souveraineté, c'est la responsabilité individuelle, c'est-à-dire qu'on doit arrêter de reporter notre responsabilité sur d'autres acteurs. Non, c'est pas la faute des banques, non, c'est pas la faute de l'État, non, c'est pas la faute de son voisin qui gagne plus d'argent, non, c'est pas la faute de BlackRock Bon, non, c'est notre responsabilité de se renseigner, de savoir ce qui se passe et de gérer nos moyens financiers de manière intelligente. Et donc moi, c'est vraiment ça l'appel que je fais, et peut-être que la valeur que je défends, c'est, je dirais, la justesse et la responsabilité. D'accord, mais c'est très clair. Et comme tu as déjà expliqué, on avait une question sur la volatilité du Bitcoin, mais comme tu as déjà répondu partiellement en disant que bah, tu verras très bien si tu revends, tu verras très bien si tu gardes, si tu bascules sur d'autres crypto-monnaies, etc. Je ne pense pas que ce soit utile de l'aborder. Mais je pense qu'il y a une question qui est bien plus importante et c'est une question qui revient beaucoup en ce moment, c'est la régulation européenne. C'est la régulation qui ne comprend pas forcément les enjeux, qui ne veut pas les comprendre, qui essaie de protéger, entre guillemets, le système financier actuel en place. Et déjà, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais donner ton avis sur la régulation qui est actuellement en place et sur ce qui est en train de se construire, justement, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, comment est-ce qu'on pourrait avoir une régulation juste sans pour autant tuer la technologie et l'écosystème? Bon, alors, le point de départ déjà, c'est de dire que tout le monde veut de la régulation. Hein. On veut de la régulation, sauf ceux qui veulent passer, voilà, sauf ceux qui ont vraiment des mauvaises intentions ou qui ne croient pas au vivre ensemble, à faire société ensemble et qui veulent vivre seuls, voilà, et simplement profiter de leur petit confort. Ça, c'est pas un combat qui m'intéresse. Donc moi, les gens que je trouve intéressants et ceux qui se battent, je trouve, pour de la bonne manière sur la crypto, c'est ceux qui veulent de la régulation. Parce que la régulation, ça permet de faire des choses dans un cadre, ça permet de contribuer à la vie en société, ça permet d'éviter les excès, ça permet de protéger les plus faibles. Donc la régulation, c'est bien. Ça permet surtout de favoriser l'éclosion du système, parce que tant que tu n'as pas une bonne régulation, les gens vont continuer à se méfier, à avoir peur. Donc ça, c'est un premier point, c'est oui à la régulation. La question, c'est quelle régulation? Je pense que là, il y a une série d'erreurs qui sont faites aujourd'hui par les législateurs, qu'ils soient nationaux ou européens chez nous en Europe. Euh, la première des choses, c'est qu'on est extrêmement prudent et extrêmement méfiant, de sorte qu'on étouffe en fait toute capacité d'innovation. On doit laisser de l'air, on doit pouvoir oser prendre des risques. Oui, il y a certaines boîtes qui vont se planter, oui, il y a certains citoyens qui vont se faire arnaquer, mais ça va être une extrême minorité par rapport à l'enjeu qu'on vient de décrire depuis une heure. Et donc, je pense que là-dessus, par exemple, au UK, au Royaume-Uni, ils ont fait un sort de sandbox qui te permet, si tu vas voir les régulateurs, tu dis que tu as un projet dans la crypto, eh bien, tu rentres dans une sorte
d'espace de protection juridique où tu peux aller expérimenter avec des taux de fiscalisés, etc., très clairs, très simples, pour te permettre pendant quelques temps de tester ton truc pendant qu'on apprenne à mieux connaître la technologie, qu'on apprenne à mieux connaître l'écosystème. Et ça, c'est bien parce que ça permet aux gens dans un cadre à la fois sécurisé, mais de prendre du risque. Et on doit absolument retourner dans une société qui prend du risque. La deuxième chose, je pense, c'est que le législateur se trompe très fort quand il tente en fait de réglementer la technologie et pas l'usage qui est fait de la technologie. Donc souvent, voilà, on essaye de réglementer, par exemple, hein, l'exemple c'est toujours un NFT, en disant il faut, dès que c'est un NFT, on va le traiter de telle et telle manière, comme un actif, etc. Or, si on regarde derrière le NFT, ça peut autant se relier à un objet physique d'art, par exemple, que à une icône dans un jeu en ligne. Donc, en fait, et évidemment que ces différents actifs-là ne sont pas traités du tout de la même manière. Et donc, à cause d'une grande méconnaissance du sujet, je pense, une grande peur de prendre des risques et voilà, on va commencer à très fort restreindre les choses. Et ça, je pense que c'est pas bon. Et puis la dernière chose, c'est qu'il y a un a priori alimenté depuis des années par, à mon avis, quand même le système financier traditionnel qui ne voit pas d'un bon oeil arriver la concurrence sur leur marché. Il y a ce soupçon de blanchiment, de financement du terrorisme, d'évasion fiscale, etc., qui vit et où tous ceux qui ont des cryptos sont considérés comme suspects dès le départ et doivent faire la preuve qu'ils ne sont pas des méchants. Et ça ne va pas évidemment. Hein. Une voiture, elle peut autant servir à amener quelqu'un à l'hôpital pour le sauver qu'aller tuer quelqu'un sur la route ou même aller braquer une banque. C'est pas pour ça qu'on va interdire la bagnole. Hein, c'est pas pour ça qu'on va interdire la voiture. Ben non, on se dit que c'est pas pour ça qu'on va demander non plus au conducteur de mettre une puce dans sa voiture pour qu'on puisse se suivre en permanence et récolter toutes ces données par l'État qui va tout screener. Mais non, il y a un moment donné, on prend un certain degré de risque. Et tout comme on n'interdit pas le cash aujourd'hui, il y en a qui aimeraient bien interdire le cash, mais tout comme le cash a son utilité, sa facilité d'utilisation, sa proximité, etc. Mais il faut que la même chose vive dans le monde de la crypto, c'est-à-dire que. Et surtout, il y a des gens qui n'ont pas de compte en banque. Hein. On ne peut pas interdire le cash. Voilà, il faut juste que les comme gens ça. Et puissent pourtant, encore vivre. Exactement. et surtout, oui, c'est ce que je vois dans les commentaires, crypto égale traçabilité. Aujourd'hui, les bitcoins est transparent. Aujourd'hui, l'Ethereum est transparent. Aujourd'hui, on a quelques monnaies qui ne sont pas transparentes, certes. Mais dans ce cas-là, on régule les crypto-monnaies là, mais on ne part pas sur le constat que. En fait, aujourd'hui, on ne part pas sur un constat où on investit dans les cryptos. On part sur le constat où la crypto sert forcément à blanchir de l'argent, financer le terrorisme, etc. En gros, on dit tout le monde est mauvais, donc on va réguler tout le monde de la même manière. Tandis que dans tout le reste, tous les autres systèmes qu'on a, c'est innocent until proven guilty. C'est-à-dire qu'on part de la base où tout le monde est bon, mais si on t'attrape à faire une mauvaise chose, à ce moment-là, on dit bon, ok, toi, tu as été mauvais. Exact, voilà. Et c'est vraiment vers ça qu'on doit aller. Et aujourd'hui, la régulation, clairement, elle ne va pas dans ce sens-là. Et ça pose problème parce que c'est de nature à tuer. Je reprenais l'exemple de ma bagnole. Si chaque fois que vous faites un trajet en voiture, vous devez aller faire une déclaration, vous expliquer d'où vous venez, où vous avez été, combien de kilomètres vous avez fait, par où vous êtes passé, et que vous devez rentrer tout ça dans une base de données, bon, et à un moment donné, vous arrêtez de prendre la voiture hein, parce que ça vous emmerde. Et donc, on aurait tué. Alors, bon, maintenant, c'est vrai que dans les villes, on doit sortir du tout de la voiture, je ne dis pas, mais je veux dire, c'est qu'on ne peut pas en permanence comme ça voilà, tout contrôler parce que sinon, ça étouffe l'innovation, ça tue l'innovation. Et d'ailleurs, toutes les grandes entreprises aujourd'hui actives sur le marché, il y a eu un peu la com de Binance sur Paris, etc. Bon, c'est très sympa, mais derrière ça, vous parlez aux acteurs qui vous disent nous, si ça continue comme ça, on se barre. Hein. On va au Royaume-Uni, par exemple, on va aux States, et alors on va se retrouver dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, à se dire, comme aujourd'hui avec les GAFAM, ah merde, je m'ai trompé, comme on dit en Belgique, hein, on s'est planté. En fait, tous les grands acteurs sont partis à l'étranger, et maintenant on a complètement perdu notre souveraineté numérique, hein, parce que c'est ça en fait. Hein, c'est notre souveraineté, la question c'est la souveraineté digitale demain. Et aujourd'hui, on a bien l'impression on a déjà perdu la souveraineté de nos données
à ces grands acteurs internationaux. Et donc, on ferait mieux de prendre un peu de risques, de laisser un peu aller le marché, de laisser aller l'innovation pour pouvoir réglementer dans un bon temps. On ne doit pas aller trop vite non plus. Je pense qu'on doit mettre des règles, des premières règles, et puis petit à petit, au fur et à mesure qu'on verra les usages, qu'on comprendra la technologie, mieux réglementer. Ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi. Et est-ce que tu penses que, du coup, la place de Bruxelles et de l'Europe, en fait, je vais tourner la question un peu différemment. Parce que, du coup, la place de Bruxelles et de l'Europe est assez importante, mais est-ce que tu penses que euh, donc l'Europe et Bruxelles, puisque ça te concerne un peu plus, ont plus à gagner à intégrer cette technologie, ou est-ce que ce sont les acteurs étrangers qui ont plus à gagner à venir s'installer en Europe ou à Bruxelles, par exemple? Qu'est-ce que tu Mais penses ou alors, qui est-ce que tu penses a le plus à perdre dans cette histoire? bah, c'est l'Europe qui a le plus à perdre, c'est sûr. L'Europe, c'est un peu comme une vieille dame qui essaie encore de préserver ses derniers bijoux. On voit bien qu'on est un continent petit à petit en déclin. L'innovation, elle ne se passe pas chez nous. Il y a encore beaucoup de choses qui se passent, mais on sent bien qu'en permanence, on est sur la défensive, on essaye de préserver nos acquis, mais que petit à petit, le dynamisme économique, etc., il est ailleurs. Hein. Il est voilà, les grands pays qui sont en train de monter. Donc je pense qu'on a beaucoup à perdre à ne pas prendre. D'ailleurs, parce qu'en fait, le régulateur ne comprend pas, c'est qu'on n'aura pas le choix. Je parlais à un journaliste de Cointelegraph, qui est aussi un podcasteur qui commence à bien fonctionner, et qui disait qu'il était parti, il est parti faire un reportage au Sénégal, à Dakar, où les pêcheurs sénégalais maintenant refusaient d'être payés en francs CFA, le franc local, parce qu'ils en avaient ras-le-bol de l'inflation. Et puis quand ils mettaient ce franc à la banque, ils se faisaient raqueter la moitié par un État qui est complètement abusif. Et donc, ils disaient, non, mais nous, on ne se fait plus que payer en crypto, en bitcoin, etc. Mais donc, ça commence là. Mais donc, ça va faire tache d'huile, parce que demain, c'est qui achète le poisson à ces pêcheurs? C'est des entreprises qui, après, viennent les vendre chez nous. Et donc, ça va faire boule de neige petit à petit. Ce Mm. système va s'imposer, pas pour tout, mais pour une partie. Et donc, continuer à fermer les yeux, à essayer de tout restreindre, ça fuite de partout. Ça rentre par en dessous des portes et par les bords de fenêtres. Donc, il y a un moment donné, ça ne sert à rien d'essayer de restreindre un système qu'on ne sait pas restreindre. Non, la vraie question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire le lien? Parce que par contre, il y a un vrai enjeu. Et le vrai enjeu, c'est comment est-ce qu'on préserve notre état-providence. Alors, ce ne sera peut-être plus un état-providence comme hier, mais comment est-ce que les gens qui gagnent de l'argent avec les cryptos, qui font des transactions sur les cryptos, participent à notre système social, contribuent par les taxes, par la fiscalité, à financer notre système social. Et ça, c'est capital. Et ça, c'est de vraies questions. Et au lieu d'essayer de restreindre et de se poser, voilà, c'est ces questions-là qu'on devrait se poser. Donc, je pense qu'on a beaucoup à perdre parce qu'il y a un marché qui est naissant, hein, qui est tout à fait naissant. Et c'est maintenant, il y a encore des énormes opportunités. Et si on veut créer des grands acteurs européens, c'est maintenant qu'on doit le faire. Mais on est en train de perdre de précieuses années, de précieux mois et de précieuses années en ergotant sur la régulation. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, tu fais bien de transiter vers la prochaine question. C'est aujourd'hui les taxes qui sont appliquées en Europe sont différentes d'un pays à l'autre. Et on a vu beaucoup de personnes partir soit à Lisbonne, soit au Luxembourg, justement Ouais. pour pouvoir retirer leur crypto-monnaie et ne pas perdre en fait 30% de plus-value qu'ils ont réalisé, parce que tout simplement aujourd'hui, c'est nous qui risquons notre propre argent. C'est quand même, il y a un risque qui est assez important qu'on prend lorsqu'on investit dans les crypto-monnaies, puisque c'est assez volatile. En plus de ça, on rentre en collision avec notre banque qui nous dit ah vous voulez financer le terrorisme, c'est pas bien. Est-ce que tu penses aujourd'hui que unanimiser les taxes dans tous les pays européens c'est une bonne idée, puisque c'est ce que Mika vise à faire, c'est ce qu'ils veulent instaurer dans toute l'Europe. Et est-ce que tu penses que du coup c'est une bonne chose de réguler les acteurs européens de la même manière à travers toute l'Europe, ou est-ce que on devrait laisser chaque pays faire ce qu'il veut? Non, non, moi je pense que allez, on est sur un marché mondial là. Il faut absolument que l'Europe. Bon, moi, je suis un Européen convaincu. Je pense qu'on doit avoir plus d'Europe, mais bah, une Europe meilleure qui doit être organisée autrement, une Europe plus politique, une Europe plus économique. Non, il faut vraiment que ça se passe au niveau européen, en tout cas au niveau de la régulation, de l'enregistrement des plateformes, etc. Tout ça, ça va se faire au niveau européen, évidemment.
Au niveau de la fiscalité aussi, moi je suis très demandeur qu'on ait une fiscalité européenne qui se mette en place pour financer une série de services. Je pense que c'est évidemment le prochain pas. Et je pense que ça aurait pu, en effet, je ne sais pas si c'est trop tard, c'est que ça pourrait être repris, mais je pense que ça va être compliqué. Je pense qu'on aurait pu avoir un impôt européen sur la crypto, ça aurait été un bon signal. D'éviter d'avoir des multiples voilà, choses au niveau ce qui se passe au niveau national et qu'on ait plutôt une approche européenne. Ça peut peut-être encore arriver, mais bon, de nouveau, c'est très compliqué parce que comme j'ai déjà dit, on doit s'adresser aux usages plutôt qu'à la technologie. Les usages sont tellement différents que ça va être fiscalisé chaque fois de manière très différente. Mais voilà, je pense que quand même une réflexion sur comment est-ce qu'on peut percevoir une fiscalité européenne, je pense que si on doit commencer par quelque part, ce serait peut-être un bon départ de le faire par la blockchain et la crypto. Très bien. Écoute, on va arriver à la fin de ce live qui dure déjà plus d'une heure. C'est ultra plaisant de parler avec toi parce qu'en fait, on se rend compte que c'est justement, comme tu disais, que certains peuvent te reprocher que ce soit un coup de com' de base. On voit quand même que tu t'y intéresses, que tu connais les sujets qui sont liés à la crypto-monnaie, à la blockchain. Tu connais un peu la technologie qu'il y a derrière et c'est assez plaisant à voir parce que on n'entend pas souvent les élus se prononcer dessus et surtout d'une manière aussi libre. Parce qu'aujourd'hui, quand on écoute les régulateurs, on a l'impression qu'ils n'ont jamais lu un seul article sur les crypto-monnaies, qu'ils n'ont jamais essayé de comprendre en fait tout ce qu'il y a derrière. Et du coup, déjà, bah, c'est un plaisir. Merci encore d'être là. Et Non, avec grand plaisir, c'est très gai et moi je suis toujours ravi d'échanger. Là, dans la discussion, tu m'as donné quelques exemples que je ne connaissais pas et tout, donc c'est vraiment chouette. Et voilà, n'hésitez pas, tous ceux qui nous ont suivis ou qui nous suivent, à me contacter si vous pensez que je peux aider dans l'un ou l'autre projet. Moi, voilà, mon rôle, c'est d'essayer de pousser, donc partout où je peux être utile, ce sera avec plaisir, je donnerai un coup de main. Et du coup, on va finir sur une ouverture un peu sur l'avenir de cet écosystème, des crypto-monnaies en général. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses devrait être prioritaire? Est-ce que c'est la régulation? Est-ce que c'est l'adoption? Est-ce que c'est le développement de nouveaux acteurs, de nouveaux usages pour la crypto-monnaie? Qu'est-ce qu'on devrait mettre en avant en premier? Ouais, je pense que c'est sûr que c'est l'innovation, les usages, parce qu'il n'y a rien à faire. Les choses vont avancer quand la grande masse y verra une vraie utilité et voudra l'utiliser. Et donc, aller des usages comme Realty, tu vois, qui font la tokenisation de projets immobiliers. Et ça, c'est bien parce que on peut vraiment, les gens y voient une utilité. Ah oui, je peux investir dans l'immobilier même avec 50 euros. Ça me permet de devenir actionnaire pas actionnaire. Ça me permet d'avoir des parts d'un immeuble quelque part, d'ailleurs dans le monde et de faire fructifier mon capital. Là, les gens commencent à voir. Ça me permet de déménager plus facilement. Ça me permet de partager mon, et j'entendais une boîte qui était en train d'essayer sur le marché de la colocation de faire des tokens qui donnaient droit à des laps de temps de vie dans des espaces de colocation. C'est vers ça que c'est ça qui va permettre aux gens de se rendre compte, waouh, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et du coup, pour rentrer dans ce monde-là, bah, ils auront besoin de crypto, et donc du coup, ça va, voilà. Donc, je pense que c'est les usages en premier lieu. Je pense que la régulation, pour le moment, voilà, il y a de l'incertitude, mais comme tout ça va encore prendre du temps avant d'être appliqué, c'est pas encore trop voilà, enfin, c'est un sujet principal et voilà, parce que c'est mon domaine. Mais voilà, donc je dirais plutôt les usages et alors la conscientisation de masse, quoi, pour que, en effet, les politiques. Je vois bien aujourd'hui, les entreprises n'arrivent pas à convaincre, les quelques politiques que nous sommes, on n'arrive pas encore à bien convaincre non plus. Donc il faut à un moment donné qu'il y ait une pression qui vienne de la population, je pense. D'accord, très bien. Et du coup, puisqu'on va finir sur une très grande ouverture, comment est-ce que tu vois cet écosystème dans 5 et dans 10 ans? On va dire les deux niveaux-là, parce que je trouve que c'est deux niveaux qui sont assez pertinents. On ne va pas parler dans 30 ans, 40 ans, puisqu'on ne sait pas comment ça va se passer. Mais dans 5 à 10 ans, on peut estimer un peu que ce soit l'adoption, que ce soit la régulation, que ce soit les acteurs également qui vont dominer le marché. Comment est-ce que toi, tu vois cette évolution donc, dans 5 ans d'abord et ensuite dans 10 ans? Bah, Qu'est-ce qui changera franchement, entre les deux? c'est une question difficile à répondre. Je pense que on va immanquablement passer par une période qui va pas être facile
parce qu'il n'y a rien à faire. On va venir challenger des mondes bien établis. Aujourd'hui, c'est encore, ça commence. Aujourd'hui, ça commence où il y en a qui commencent à se dire, ah merde, on va venir nous emmerder. Et donc, ils vont essayer de restreindre un maximum. Euh, donc, je pense qu'on va connaître quand même une période pas facile. Mais je pense que si tu me dis horizon 5 ans, j'espère qu'on en sera sorti. J'espère qu'on en sera sorti. Et voilà. Et alors, à horizon 10 ans, pour moi, ça me paraît beaucoup trop long. J'ai beaucoup de mal à dire ce qui va se passer dans 10 ans. Franchement, c'est tellement large. Je pense que, voilà, dans le temps, je ne sais pas mettre de date. Je pense qu'on va passer par une période difficile. Il y a eu un peu une euphorie. Voilà, ça va encore un peu continuer, cette euphorie. On voit tous les weeks, etc., qui apparaissent, ça bouge, etc. Et puis, je pense que l'ancien monde va essayer quand même de un peu récupérer son pouvoir. Et puis, c'est n'est qu'après que ça va exploser, quoi. C'est un peu comme ça que je sens les choses, mais voilà. Mettre ça exactement dans le temps, c'est un peu compliqué. Oui, non, mais bien sûr. Après, le but, c'est de spéculer un peu sur l'avenir aussi. C'est de voir comment nous, on voit cette évolution-là. Et comme tu dis, je pense que à un moment, on va avoir les acteurs institutionnels qui vont soit vouloir l'accepter et donc l'intégrer dans le système financier, de faire partie de ce moment-là, ou alors on va avoir un blocage, notamment à cause de la régulation et les acteurs traditionnels qui vont dire ah ben voilà, on vous l'avait dit. Donc je pense que c'est assez compliqué à estimer. J'espère qu'en tout cas que l'Europe aura son mot à dire à la fin. Et j'espère qu'on ne tuera pas cette technologie avant même qu'elle ait montré son vrai potentiel sur les années à venir. En tout cas, je ne suis pas pessimiste, mais ni optimiste non plus par rapport à tout ça. Alors, il y a une dernière, on va reprendre une dernière question. Et après, promis, je te laisse tranquille. Je reprends une question de tout à l'heure. Selon vous deux, on est plutôt dans le ridicule, NFT, what the fuck, ou le dangereux, régulation entre les deux en transition? Je pense qu'on est en transition encore parce qu'on a. Alors, je donne mon avis parce que je regarde ça de très près. Je pense qu'on est encore entre le ridicule et le dangereux. Le ridicule dans le système crypto aujourd'hui est rendu à travers les différents protocoles, comme par exemple PancakeSwap, Uniswap, etc., où on va donner les noms des animaux mythiques. On va un peu gamifier cette expérience d'investissement où on va pas être pris au sérieux, donc on va qualifier ça de ridicule en disant mais regardez, ils ont vendu une image d'un singe qui s'est vendue à plusieurs millions de dollars. Ça paraît ridicule, les acteurs qui sont là à regarder les graphiques toute la journée, à essayer de se battre pour le 0,5%, essayer de générer un bénéfice. Ça, c'est la partie qui va être ridicule. Ensuite, on va avoir la partie qui est dangereuse. L'industrie des crypto-monnaies a atteint son pic à 3,2 milliards. Je crois qu'aujourd'hui, on est autour de 1,5 et 1,6 milliards, 1,6 000 milliards, pendant 1,6 trillion à peu près de dollars. Et donc, en fait, c'est là que les régulateurs arrivent, ils disent ah, mais en fait, les gens ils peuvent perdre de l'argent parce qu'il y a quand même de l'argent dans cet écosystème. Et je trouve que ça, c'est la partie qui va être ridicule. On est en transition entre les deux parties où on se rend compte qu'il y a du potentiel dans tout ce monde de geeks, de mecs qui sont passionnés par l'informatique, les Star Wars, etc. Et le dangereux où il y a beaucoup d'argent qui rentre quand même dans cet écosystème, pardon, que ce soit de la part des institutionnels, que ce soit de la part des particuliers. On voit qu'il y a quand même des gros mouvements sur ce marché à cause de la volatilité. Et c'est là qu'on va qualifier ce marché de dangereux. Je pense on pourra sortir de tout ça une fois que justement on aura une régulation et que ce sera reconnu réellement par l'État. Mais actuellement, on est un peu en transition encore entre les deux. Mais je te laisse donner ton avis également par rapport à tout ça. Non, mais je pense qu'il n'y a pas de ridicule ou de dangereux. Je pense que c'est sûr que. Mais enfin, regardez un peu dans le monde traditionnel tout le ridicule et tout le dangereux qu'il y a, quoi. C'est partout. On nous vend n'importe quoi. Dans je veux dire, l'art NFT, on peut trouver ça ridicule. Moi, je peux vous dire des trucs dans l'art physique qui sont ridicules aussi, hein. Donc, et dangereux. Pareil, qu'est-ce qui est plus dangereux? Ceux qui ont joué en 2008 avec des produits financiers dont personne ne comprenait plus rien et qui ont créé la plus grande, enfin, la première grande dépression financière du 21e siècle. Est-ce que c'est pas dangereux? Ça a amené des gens à se suicider, ça a fait des faillites énormes. Ça, c'est dangereux aussi. Donc Mm. oui, évidemment, il y a des choses dangereuses qui se passent dans le monde de la crypto, mais pas plus en proportion. En fait, je pense qu'il faisait référence surtout à, je ne sais pas si tu connais, c'est chaque révolution passe par trois étapes.
ridicule, dangereux, évident. Et je pense que c'est à ça qu'il faisait référence justement en disant que est-ce qu'on est dans la première, deuxième ou la troisième étape. Ouais. D'abord on nous ignore, d'abord on se moque de nous, puis on nous ignore, c'est quoi? Et puis ouais, c'est tout ce truc-là. Voilà, Non, c'est ça. alors je pense qu'on est dans la phase dangereuse parce que aujourd'hui je sens et je vois quand même je le vois sur les réseaux, je le vois dans mes contacts, les gens commencent à s'opposer, à essayer de dire non mais il faut que ça s'arrête, à essayer de repousser. Et donc je pense quand même qu'on est plutôt dans la phase dangereuse qui commence, où on va essayer de, voilà, avant c'était mignon, voilà, maintenant ça devient dangereux, ouais, je pense. D'accord, très bien. Écoute, Christophe, merci encore. C'était Avec un grand plaisir, plaisir. vraiment. C'est très cool de pouvoir en parler et surtout d'en discuter aussi librement Ouais, aussi et de faire le façon moment, très relaxée, on va dire, on a sur pris le Instagram. temps. Et ben, à très bientôt. Et ben, toi, déjà, fin du mois de juin, ça, tu seras en Belgique alors, tu viendras nous C'est voir. ça, exactement. Trop bien. Ça va, à plus, hein.